Bonsoir, bienvenue dans le 19h30. Dans l'actualité de ce jeudi, nous irons dans la commune d'Abobo vous faire découvrir le nouveau visage de la casse d'Abobo à Nador. Ce site duquel les artisans ont été déguerpis il y a quelques mois fait peau neuve. Un nouveau visage bien accueilli par certains riverains. Et puis, le portrait de ce jeudi sera celui de Kwadio, un ébéniste non-voyant dont le courage et l'abnégation au travail ont eu raison de son handicap. Voilà pour le programme. Ouvrons ce journal avec la rubrique du jour. Nous commençons avec l'exceptionnel portrait de Kwadio. Cet homme non-voyant, la cinquantaine révolue, réalise ou répare du mobilier ou des aménagements en bois. Son handicap n'est nullement un frein à son métier d'ébéniste. Pour tout vous dire, Kwadio ne s'en préoccupe guère. Son seul souci, comment s'occuper dignement de son épouse et de leurs 5 enfants. Un portrait réalisé par Ido Georgette Fofana. Kwadio vit dans cette cour située dans la commune d'Abobo, ébéniste et non-voyant. Marié et père de 5 enfants, il a perdu la vue en 2014 après 3 opérations ratées. J'ai même pleuré de bonheur ici. En tout cas, c'était difficile de sortir de la maison parce que pour moi, la vie est finie. Hein. La vie s'arrêtait là. Aujourd'hui, bon, j'ai dit Dieu merci. J'ai eu le moral très haut. Bon, maman, on va être ce soir. J'ai venu vers les 19h. Aujourd'hui, j'ai la petite affaire. Malgré son handicap, Kwadio reste un bon père de famille selon son épouse et ses enfants. Je l'aime avec. C'est pour dire aux autres aussi, si le mari est malade, ils n'ont qu'à rester auprès de lui. Pour le soutenir, c'est important. J'ai travaillé dur avec pour supporter mon mari dans les difficultés, dans sa maladie, tout. J'ai tout fait aujourd'hui. Il a pris la foi d'aller retravailler. Mon mari même voulait se suicider. Je lui ai dit, si tu te suicides, je ne vais jamais te pardonner. Parce que ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu de te rendre malade. C'est Dieu qui t'a donné. Donc moi, je suis avec toi jusqu'à la mort. Je suis fier de mon papa. C'est un grand homme. Malgré son handicap, on n'a pas arrêté les études. Nous avons mis à l'école tous, moi, mes petits frères. Mon défi, c'est de me battre, enlever mes parents dans ça. Il a à son actif 2 ateliers de confection de meubles. Et comme tous les jours, Kwadio se rend à Cocody, au quartier Maou, où se trouve son premier atelier pour le boulot. Bonne arrivée, patron. Ouais, merci beaucoup. Ça va ici? Ouais, ça va. Ouais, tu as pu faire la peinture là? Non, il y a envoyé quelqu'un qui est essence à la station. Ah, ok. On fait ça tout à l'heure. D'accord. Ici, mon guide qui est là, qui est en même temps mon apprenti. Et puis je suis avec le tapissier. Quand je finis, les lits où on doit habiller, il y a les lits où on fait le bourrage dedans là. Quand je finis, côté menuiserie, il passe ça au tapissier. Il fait l'habillage. Sa collaboration avec ses apprentis est au beau-fils. Ses doigts sont d'une importance capitale pour lui. Il représente ses yeux. Ainsi, avec ses doigts, il parvient à manipuler ses outils de travail sans aucune difficulté. Je vais vous dire que les doigts me voient mieux que les yeux, en fait. Parce que moi, je constate beaucoup de trous, beaucoup de défauts que le valet du monde ne peut pas voir. Quand je dis ça, c'est quoi? On dit, hé patron, tes doigts me voient mieux que nos yeux. À vue d'œil, c'est propre. Mais moi, mes doigts me montrent les petits défauts dessus. Tu prends les baguettes de sommier là, tu me mesures 1m85. Son courage, sa détermination, son humilité et sa passion pour le métier séduisent plus d'un. Il est aujourd'hui un modèle de réussite pour ses collaborateurs, Alassane et Grégoire, respectivement tapissiers et vernisseurs. Je suis fier de lui, très fier de lui. Malgré son handicap, il ne s'arrête pas au bord de la route pour demander. Je suis fier de lui. Souvent même, il y a des personnes qui viennent ici, quand on dit, bon, voilà, le patron qui est en train de travailler, il commence à dire non, qu'il ne voit pas qu'il soit vraiment aveugle. Malgré qu'il ne voit pas, il donne du courage même aux voyants de travailler, de bosser fort pour pouvoir avancer. Après avoir confectionné les meubles ici, ils sont transférés par la suite au second atelier situé au Paé dans la commune d'Adjamé. Cet atelier lui permet d'exposer ses meubles pour la vente. Là-bas, ça ne marche pas comme ça, c'est dans le quartier. Il faut au bord de la route, au fait. Là, tous ceux qui passent, ils voient les meubles. On voit tout ce qu'on fait comme activité. On arrive à écouler un peu. C'est pas facile, hein.
Perdre la vue, c'est perdre la clientèle, selon Quadio. Il ne reçoit que 1 à 2 clients par semaine. Des difficultés, il en rencontre tout le temps. Quand un client rentre qui voit que je suis un non-voyant, bon, beaucoup d'autres n'ont pas la confiance pour passer les commandes. Donc c'est pour ça que je me base beaucoup sur l'exposition en fait. J'ai besoin de quelqu'un qui peut me financer parce que je vais payer les bois, les peintures, les matériels pour confectionner les meubles. Parce que quand je confectionne les meubles que je mets sur le marché, c'est là maintenant les clients peuvent venir voir. Sindou est le président de la communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire. Il fait partie des fidèles clients de Quadio. Nous l'avons rencontré à son domicile à Yopougon, au quartier millionnaire. Son salon est l'œuvre de Quadio. Je fais mes meubles chez lui parce qu'il fait de la qualité. La première fois où je lui ai demandé de faire des poufs pour moi, mais je vous assure, il m'a sorti des poufs de qualité, très résistants. Et vous pouvez même constater les poufs qui sont là. C'est des poufs qui existent depuis plusieurs années. Et c'est pour cela que je lui ai demandé de faire mes meubles. La cinquantaine révolue, Quadio ambitionne de créer un centre de perfectionnement au métier du bois. Son but est de former les personnes valides et invalides à la confection de meubles de qualité. Voilà, parfaite illustration de ce qu'à cœur vaillant, rien d'impossible. On en arrive à présent au nouveau visage de la casse d'Abobo-Anador. Vous le savez, ce site dont les occupants ont été priés de s'installer à Ndotré, au nord de la même commune, il y a quelques mois. Eh bien, finalement, le déguerpissement n'était pas si mauvais que ça, en dépit des mouvements d'humeur qu'il y a eu au moment des déguerpissements. Les riverains saluent notamment le retour de la sécurité depuis lors. Comment? Yacouba Koulibaly et Maïssa Kogueï nous donnent les réponses. On peut désormais circuler librement dans les rues d'Abobo, notamment au quartier Anador. Magasins et ateliers anarchiques ont fermé leurs portes. La circulation est fluide. Sur le tronçon du carrefour Banco-Anador, les bouchons incessants ont disparu. Les revendeurs de pièces automobiles n'occupent plus les trottoirs de cette voie express. Les résidents sont désormais débarrassés des odeurs d'huile de moteur et des nuisances sonores. Nous, on est content que notre quartier soit sain, nos quartiers soient propres, mais le départ n'est pas encore effectif. En octobre 2021, la zone avait été évacuée, mais certains garages de mécaniciens confondus à l'activité de ferrailleurs sont bien présents avec des carapaces de véhicules qui débordent leurs espaces d'occupation. Une situation que déplorent des riverains qui se plaignent des nuisances sonores, des questions d'environnement consécutives au désordre vécu au quotidien. On a un problème de la route pour circuler dans nos quartiers. On a un problème de faire déplacement. Si ça plaît, il n'y a pas une route que l'eau peut partir. Vraiment, l'habitation est rentrée dans l'eau. Bon, on a des problèmes de niveau sécurité parce qu'une fois qu'il n'y a pas la route, on ne peut pas avoir la sécurité. Parce qu'il y a beaucoup de voitures Caracas qui sont sur la route. Vraiment, il y a des voitures qui viennent casser en bas pour agresser. Il y en a même qui vont à la mosquée, on agresse. Ceux qui vont au travail matin, bonheur, on agresse. Tout ça, ça fait partie du problème de la voirie parce que le caracas du voiture, ça bloque la route. Personne qui est devant toi, tu ne le vois pas bien. Abdoul, fonctionnaire, habite un appartement dans les environs de la mosquée Bamba du sous-quartier Abobo-Anador. Il ne parvient plus à avoir facilement accès à son domicile, vu que la principale rue qu'il doit emprunter pour y arriver est encombrée par des résidus de fer. Quand il emprunte un taxi, il ne peut accéder à son domicile. Le chauffeur est obligé de s'arrêter sur la voie express parce que la rue qui mène à son domicile est jonchée d'immondices de ferraille. On a un problème d'accès. Pour sortir dans notre quartier, c'est un problème. Pour rentrer dans notre quartier, c'est un problème. Surtout ceux qui ont les véhicules. Alors le matin, pour aller au travail, tout est casse-tête. C'était le seul quartier que moi je voyais à Abidjan ici. Quand il y a un décès, on prend le corps peut-être dans les bracards et puis on sort jusqu'à aller mettre dans le corbillard, puisqu'on n'avait pas de route. De plus, les riverains évoquent l'insécurité. La plupart subissent des vols et autres agressions dans leur quartier. Ils ont peur la nuit, vu que ces installations ne sont pas suffisamment éclairées. Cet endroit, selon eux, est un repère de bandits qui en profitent pour agresser les citoyens. Par l'insécurité, l'hôpital était obligé de fermer. L'hôpital est fermé, ça fait 5 ans. Je vous jure jusqu'à aujourd'hui, l'hôpital travaille. 18 à partir de 18 à aller, chacun rentre. Donc quand on a des cas de maladies la nuit,
C'est-à-dire qu'on a tous les problèmes. Habib Diallo est le président des promoteurs immobiliers de la casse d'Abobo-Anador. Il a une dizaine de bâtiments à son actif qu'il loue aux ferrailleurs. Aujourd'hui, ses nombreux magasins sont fermés. Il ne perçoit plus de loyer. Face à cette situation de conjoncture financière, il espère trouver une solution. Il y a les promoteurs qui viennent nous voir, ils ont les coins à mettre en valeur, mais ils n'ont pas les moyens pour mettre les coins en valeur. Donc, ils nous font les propositions. Et on négocie selon les propositions qu'ils nous proposent. Et on tombe d'accord, on les donne une avance. Souvent, on peut leur donner une avance de 1 an, 5 ans, souvent 10 ans, avant qu'ils nous cèdent le coin. Et puis, on met le coin en valeur. Ce bâtiment que vous voyez derrière moi ici, j'ai fait ce bâtiment, il y a eu 6 à 7 mois comme ça. Dès que j'ai fini le bâtiment, j'ai commencé de prendre les pas de porte avec les gens. Donc c'est là vraiment le problème est arrivé. Il y a certains qui n'ont pas de porte avec eux. Bon, vraiment, nous aussi on travaille avec les banques. Donc dès qu'on prend les pas de porte, on s'en va donner à notre banque qui nous crédite, qui nous pousse à travailler. Donc aujourd'hui on est dans cette situation-là. Ce que vous voyez ici, les magasins sont fermés. Le constat est clair. Même s'il n'abrite plus les ferrailleurs, ce site d'Abobo-Anador est en passe d'être recolonisé avec les problèmes que cela comporte. Un défi pour la mairie d'Abobo qui ne cesse de multiplier les actions pour assainir cet espace. À présent, les témoignages hallucinants de jeunes filles nigérianes arrivées en Côte d'Ivoire, tenez-vous bien, pour être exploitées sexuellement à des fins pécuniaires. Une activité illicite derrière laquelle se cache un réseau de trafic sexuel organisé par des ressortissants nigérians. Une pratique contre laquelle s'insurge l'association des Nigérians vivant en Côte d'Ivoire. Elle appelle les autorités ivoiriennes et nigérianes à conjuguer les efforts pour endiguer le phénomène. Nous Sangaré, Konebar Gassoro, Demadongui. Elles sont de nationalité nigériane. Ces jeunes filles âgées de 16 à 20 ans sont toutes des victimes du trafic sexuel. Parmi elles, cette jeune fille que nous décidons d'appeler Francine, transportée de Bola au Nigeria dans le but de vendre des vêtements et des chaussures en Côte d'Ivoire. Elle a été contrainte d'exercer l'un des plus vieux métiers du monde, la prostitution dans la ville de Korogo. Quand je suis venue, elles m'ont demandé de m'asseoir quelque part. Et je les ai posé la question, où est le magasin que je devais gérer? Et la personne lui a dit non, que ce n'était pas un magasin que tu venais gérer, mais c'était la prostitution que tu venais faire. J'ai refusé de faire ce qu'on m'a demandé de faire. Donc on m'a frappé beaucoup. J'ai failli mourir. On m'avait dit que si je ne faisais pas ça, on allait me tuer et me jeter dans l'eau. J'ai constaté que ma patronne me voulait. Elle ne me donnait pas en fait la somme qu'elle devait me donner. C'est ce qui a fait que je me suis enfuie. Elle devait me donner 2 millions de francs CFA. Elle n'a pas donné. Cette autre fille, âgée de 16 ans, est aussi une victime de l'exploitation sexuelle. Et c'est dans un site d'exploitation de mines situé à Yamoussoukro qu'elle s'est retrouvée après avoir été déportée du Nigeria. Chaque soir, on nous faisait porter les petites culottes et on était obligé de s'asseoir quelque part et puis les hommes venaient nous prendre. Les clients nous donnaient 2000 et on donnait ensuite à nos patrons. On devait lui donner les 2000 jusqu'à ce qu'on atteigne 1 800 000 avant qu'elle allait nous le relâcher. Sur ce site, elle y a passé plus d'1 an dans la prostitution. J'ai rencontré un jeune homme qui m'a ensuite dit qu'il n'aimait pas le travail que je faisais. Et ce dernier m'a aidé à m'échapper. Il m'avait dit qu'on partait au Ghana. C'est là que je me suis enfuie. Ces filles ont pour la plupart été exploitées à des fins pécuniaires par des ressortissants nigériens. D'où l'indignation de cette communauté vivant en Côte d'Ivoire. Elle appelle les autorités nigérianes et ivoiriennes à conjuguer leurs efforts pour endiguer le fléau. Ça fait honte quand c'est les Nigériens qui font ces actes-là. C'est pour cela qu'on appelle à l'autorité ivoirienne d'aider, mettre la main sur les acteurs de ce crime-là. On demande aussi à la population nigérienne, ceux qui sont dans ces actes-là, de ceci, parce que c'est inacceptable. On ne peut pas les laisser continuer à détruire la vie des enfants nigériens en Côte d'Ivoire. Celles qui ont pu s'échapper ont été recueillies par l'association de la communauté nigériane en Côte d'Ivoire.
Elles sont gardées dans un lieu de tenue secret en attendant leur rapatriement dans leur pays d'origine. De mai 2021 à ce jour, ce sont plus de 200 filles nigérianes victimes de trafic sexuel qui ont été rapatriées de la Côte d'Ivoire. Et les malades du CHU de Cocody ont reçu la visite des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. La section AUMC du groupe Loco est allée les bras chargés de vivres et de médicaments, mais aussi avec beaucoup de prières dans la besace afin que les malades se rétablissent le plus rapidement possible. Une visite qui a redonné le sourire à plusieurs d'entre eux, comme nous l'explique Anicette Conan-Blessing. Ils ont décidé de rendre visite aux malades en leur offrant des présents. Mais avant, ils se sont réunis avec des guides religieux pour faire des prières pour ces personnes qui sont couchées sur les lits des hôpitaux. Cette initiative de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, du groupe Loco Marcory, vise à donner de l'espoir et le sourire à ces malades qui, pour certains, sont dans la détresse. Visiter les personnes malades, ensuite leur faire un don et leur apporter le soutien qu'il faut. Telle est même l'une des quintessences du message de l'islam. Le don de soi, la générosité. Le thème central de cette activité est la coordination AMC Groupe Locaux au cœur du social. Voilà, donc c'est d'amener en quelque sorte chacun de nous à penser à nos frères, à nos sœurs qui sont couchés dans les différents hôpitaux. C'est de penser à ces personnes qui sont couchées et de les assister le mieux qu'on peut. Ces patients ont reçu des mains des membres irresponsables de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC, du groupe Loco Marcory, entre autres des seaux, des nattes, des bouteilles d'eau et des papiers toilettes. Cette action de portée sociale est à sa 14e édition. Ce 9 juin, les archivistes, record managers, conservateurs de documents et étudiants en archivistique sont célébrés partout dans le monde. Une journée qui vise aussi à rapprocher les populations des archives, très souvent considérées comme lieu de dépotoir. La démocratisation du métier d'archiviste et l'amélioration de la perception du grand public face à la notion d'archive sont, selon David Leitch, le secrétaire général de l'ICA, le Conseil international des archives, le but de cette célébration universelle. Le match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui opposait notre pays au Lesotho s'est soldé sur un score vierge, 0 but partout. Le match, lui, s'est déroulé en Afrique du Sud. Plusieurs milliers de Sénégalais ont répondu à l'appel de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi, une manifestation qui a lieu pour dénoncer l'invalidation de la liste nationale des titulaires de la dite coalition aux législatives prochaines. Et justement, plusieurs leaders de l'opposition y sont présents, notamment Ousmane Sonko, Barthélémy Dias, le maire de Dakar, ou Khalifa Sall. Quand un ordre est manifestement illégal, il faut désobéir. Notre seul ennemi est Macky Sall, a annoncé Ousmane Sonko. Le nord-est du Nigeria, de nouveau théâtre de massacres. Au moins 23 hommes faisant partie d'une communauté de ferrailleurs ont été exécutés par des djihadistes présumés ce mardi. Ces ferrailleurs, une cinquantaine environ, s'étaient rendus dans le village de Magdala, à l'est de l'état de Borno, à une vingtaine de kilomètres de la frontière tchadienne. C'est là qu'ils rencontrent des militants soupçonnés appartenir au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, selon l'ONU. Les violences liées au djihadisme apparues en 2009 dans le nord-est du Nigeria ont coûté la vie à 40 000 personnes et ont poussé 2 millions d'autres à fuir leur foyer. Sans surprise, en Turquie, Recep Tayyip Erdogan sera candidat à l'élection présidentielle prévue pour juin 2023. Une annonce accueillie par les applaudissements de ses militants. Recep Tayyip Erdogan a aussi annoncé que le scrutin aura lieu à bonne date, demandant au chef de file de l'opposition d'arrêter de fuir et de confirmer sa candidature à cette élection. Pour rappel, le président turc est au pouvoir depuis 2003, d'abord comme Premier ministre, puis président de la République. 10 personnes sont mortes en Chine après des pluies torrentielles dans la province de Yunnan, dans le centre du pays. Ces fortes précipitations ont entraîné l'évacuation de centaines de milliers d'habitants. Depuis le 1er juin, ce sont environ 286 000 personnes évacuées et plus de 2 700 maisons détruites ou endommagées. En 2021, la Chine avait connu ses pires inondations depuis 10 ans, avec de très fortes précipitations dans le centre du pays qui avaient tué plus de 300 personnes. C'est la fin de ce journal. Ainsi va le monde. À demain pour une autre édition.